je dis clairement dans mon livre que le FPR a tué durant le génocide et même avant le génocide, mais surtout durant le génocide, a fait des crimes de masse. Alors, a tué autant d'Hutus possible. Alors, c'est-à-dire pour avoir accès à leurs terres et pour décimer la population et de détruire la résistance ou toute le pouvoir politique, intellectuel, etc. Alors, on a ciblé durant le génocide, c'est-à-dire le FPR a ciblé les leaders de la communauté Hutu, les ex-politiciens, les avocats, les commerçants, les enseignants. Ensuite, on a tué en masse la population, les paysans. Le désastre a commencé à partir du moment où il y a eu un retour des réfugiés qui sont retournés au Rwanda et qu'il y a eu un certain nombre dont le chiffre n'est pas connu. On parle de 150 000, on parle de 200 000, on parle de 250 000, et qui, eux, ne sont pas retournés et qui se sont perdus dans la forêt et qui ont été par la suite massacrés. Certains ont pu s'échapper, mais il y a eu un véritable massacre. Alors, je reproche à ces blancs menteurs de ne pas faire leur travail rigoureux et de ne pas au moins donner la voix ou la parole à toute une partie de la population. On donne la voix aux victimes Tutsi dans le pays, au Rwanda, dans un pays complètement surveillé, contrôlé par le FPR. Alors, mais les Tutsis qui ont fui, on leur donne pas la parole. Et surtout les Hutus, soit qui sont au Rwanda ou en exil, ils ne sont pas dignes de confiance. Alors, dans les yeux ou dans l'imagination occidentale, Bonjour chers amis qui regardez et écoutez Radio Urumuri à cet instant et merci de nous être fidèles. Nous vous proposons aujourd'hui une émission qui sera en réalité un entretien avec une journaliste d'investigation. Je suis Aloïse Simpunga et mon collègue avec qui je suis s'appelle... Oui, c'est Jean-Claude Mlindahavi et bonjour à tout le monde. Merci Jean-Claude. Notre invitée, elle, est Madame Judy Riva. Bonjour Madame Judy Riva. Bonjour. Et merci infiniment de nous accorder cette interview. Je vous en prie, voilà. Merci pour l'invitation. Je vais commencer par vous présenter, si vous me le permettez. Madame Judy Riva, chers amis qui nous regardez et écoutez, est une journaliste d'investigation, comme je le disais, une journaliste indépendante basée à Montréal. Elle a publié des articles sur le Rwanda dans le principal journal canadien The Globe and Mail, ainsi que dans d'autres journaux tels que Digital Journal, Foreign Policy Journal, Le Monde diplomatique, Manosphère, AFP, et de Africa Report. J'espère que je n'en ai pas oublié. Elle a coécrit un article sur les complots d'assassinat rwandais qui était l'un des plus grands articles du Globe and Mail en 2014. Elle a effectué des recherches et a coécrit une autre histoire avec le journaliste du Globe and Mail, Geoffrey York, sur le massacre des 2 prêtres canadiens par le réseau de renseignement de Paul Kagame au lendemain du génocide. De 1998 ou 1998 pour les Belges à 2002, Judy Riva a travaillé comme correspondant et rédacteur pour l'agence française ou l'agence France Presse.
où elle a travaillé en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, au Burkina Faso, au Ghana, au Nigeria et au Moyen-Orient. Elle a également été correspondante en République démocratique du Congo, RDC, et au Rwanda pour Radio France Internationale. En 1997, immédiatement après le renversement du président zaïrois Mobutu Sese Seko, elle s'est rendue en RDC pour interroger des réfugiés hutus rwandais dans la jungle congolaise. Elle a mené environ 50 entretiens avec des survivants d'attaques de l'armée patriotique rwandaise. Au cours des dernières années, elle a mené des entretiens avec des centaines de Rwandais en exil, notamment avec des anciens soldats du FPR, d'une part, et avec les familles de victimes du FPR, d'autre part, sur les crimes commis au Rwanda par le FPR pendant et après le génocide. Elle a également été nommée experte en information dans le domaine des recherches d'informations sur les pays d'origine, en anglais Country of Origin Information, sur le Rwanda par le programme Rights in Exile, qui promeut la protection juridique des réfugiés. L'organisation a été fondée par Barbara Harel-Bond, anthropologue juridique et spécialiste mondial des réfugiés. Harel-Bond et la même Harel-Bond a fondé le The Refugee Studies, qui est un centre de l'Université d'Oxford, la première institution au monde consacrée à l'étude des réfugiés. Voilà, c'est ce que je peux dire à propos de Madame Judy Riva. Madame Judy Riva, est-ce que aurais-je oublié ou déformé l'un ou l'autre élément de votre biographie, ou si vous avez un commentaire à faire là-dessus? Je pense que c'est presque tout. En fait, je suis aussi l'auteur du livre In Praise of Blood. En anglais, c'était un livre qui enquêtait sur les crimes du FPR. C'était écrit en anglais, ma langue maternelle, en 2018. Et puis, l'édition française est maintenant disponible. On a fait la traduction. Et puis, ça a été lancé, publié le mois dernier. Oui, voilà. Oui, j'avais l'intention justement de continuer en parlant de cette œuvre, de cet ouvrage, justement, qui est d'ailleurs qui sera évoqué tout au long de notre entretien. Donc, en disant que l'ouvrage In Praise of Blood, ou l'éloge du sang en français, écrit par Madame Judy Riva. Et ça m'a paru, et c'est un ouvrage qui a gagné très rapidement une audience internationale. Son livre a néanmoins essuyé aussi des accusations, une double accusation, celle du Front patriotique rwandais, FPR, et de son chef Paul Kagame, mais aussi celle de quelques associations par-ci par-là. Si le FPR et ses fanatiques ont condamné le livre L'éloge du sang de Judy Riva, c'est parce que sur base de longues et approfondies recherches sur le terrain de son auteur, le contenu de ce livre met à jour les crimes commis par le FPR contre les civils hutus depuis 1990. Crimes qui d'ailleurs demeurent impunis jusqu'à ce jour. Le contenu de ce livre dévoile aussi comment certaines puissances et institutions ont participé à rendre opaque la véritable histoire du génocide qui a eu lieu au Rwanda. Et suite à ces révélations de ce livre, Madame Judy Riva a subi des menaces de toutes sortes, mais comme elle a dit souvent, elle n'a pas peur ni du FPR ni de qui que ce soit d'autre. Alors, Radio Rumuri l'accueille sur son plateau ce soir pour qu'il nous parle, premièrement, de son parcours de combattant durant ses recherches sur le Rwanda, de sa relation, entre guillemets, avec le FPR, des découvertes insolites qu'elle a faites
qu'elle aurait faite, et aussi de l'impact de ce qu'elle a découvert concernant ce drame rwandais sur sa vie privée elle-même. Alors, chers amis de Radio Rumuri, nous vous accueillons. Et après cette introduction, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Claude Mourindawi pour une première question. Jean-Claude, la parole est à toi. Oui, merci Aloïse. Bonjour Judy, vous allez bien à Montréal? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Prête à la bombe de questions? Oui. Non, en Allez-y. fait, je le dis comme ça parce que on avait un professeur qui, à peine, quand il franchissait la porte, avant même de nous dire bonjour, il disait, êtes-vous à la bombe de questions? Parce que c'est quelqu'un qui nous donnait régulièrement, souvent, des interrogations improvisées. Alors, de toutes les façons, Judy Leveau, vous n'êtes pas seulement écrivaine, vous êtes aussi notre consoeur, vous êtes journaliste, donc vous êtes très à l'aise dans les studios, ainsi que ce soit de bombes de questions ou des discussions, des débats, cela ne pourrait pas vous intimider. Alors, donc, c'est parti. Vous avez enquêté sur de graves crimes commis dans cette région des Grands Lacs africains. Une grande partie des crimes en RDC depuis un quart de siècle. À une certaine période, 9 pays se sont retrouvés sur ce territoire congolais, particulièrement entre 1998 et 2002. Selon vos recherches, plusieurs acteurs, même les Occidentaux, étaient impliqués de près ou de loin dans ce conflit. Je vous dis, le titre de votre livre et dès la première lecture, le doigt est pointé directement vers le général Paul Kagame et ses troupes. Si c'est vrai, comment expliquez-vous que Paul Kagame soit le plus grand responsable dans cette tragédie? N'y a-t-il pas d'autres acteurs beaucoup plus importants que lui dans ces crimes sans nom, Judy? C'est vrai qu'il y a un bon nombre d'acteurs politiques et militaires, des dizaines de pays et de mouvements rebelles qui ont trempé dans leur sang en Afrique centrale. Ça, c'est vrai. Mais je dirais que c'est assez clair que le plus grand prédateur, le prédateur principal dans cette région est le FPR sous la direction de Paul Kagame. C'est le FPR sous lui qui a envahi le Congo en 90, en 96. C'est le FPR qui a déclenché avant, en 1990, la guerre au Rwanda, a fait a mené une guerre sauvage qui a créé le contexte du génocide rwandais en 1994. C'est lui qui a déclenché, je dirais, le génocide en avril 1994, non seulement par la guerre de rébellion, la guerre d'invasion, mais pour avoir assassiné le président Habyarimana. C'était l'acte déclencheur. Il a ensuite, ce que j'ai dit dans mon livre, qui est très fondé, il a commis un génocide contre les Hutus. C'est très bien documenté, mais ces actes et cette guerre, ces crimes ont été enterrés et cachés. Et lui a aussi, et c'est très important de dire, il a alimenté, potentialisé le génocide contre les Tutsis, sa propre ethnie. Alors, voilà le bilan du FPR sous Paul Kagame et ses collègues. Et c'est, je dirais, hallucinant. Et il faut dire aussi que le bilan de morts au Congo par la guerre que lui, il a déclenchée est dans les millions de morts. Je dis, on pourra revenir sur
votre position par rapport au génocide, parce que c'est quelque chose qu'on doit justifier par rapport aux éléments, on pourra y revenir. Alors, au moment où le général Paul Kagame envoie ses troupes au Zaïre dans les années 96, est-ce qu'il le fait par ses propres desseins, ses propres ambitions? C'est son initiative ou il n'est qu'un pion, comme certains le disent, un pion des grandes puissances. Il y en a qui le disent comme ça. Et quelle était réellement la première motivation? Mettre la main sous les richesses de ce grand pays, renverser le maréchal Mobutu Sese Seko pour introniser Laurent Désiré Kabila? Est-ce qu'il s'agissait de pourchasser les réfugiés rwandais? Les autorités rwandaises, elles, disent plutôt que c'était pour rapatrier ces réfugiés rwandais. Et vous, Judy, votre position? Bon, c'est vrai que Paul Kagame et le FPR sont des pivots géostratégiques dans la région pour la communauté internationale, surtout pour Washington et l'Angleterre. Mais le but, en fait, l'objectif était, la priorité de cette guerre était d'accéder ou d'ouvrir le corridor de richesse. On estime que ce corridor a des recherches de 24 trillions de dollars de richesses minérales, pétrolières et de gaz naturel. Alors, c'est assez incroyable. Paul Kagame a fait ça, mais non seulement pour la communauté internationale, pour Washington et les grandes sociétés, les multinationales, qui n'ont pas eu accès à ce corridor autant qu'ils voulaient sous Mobutu, mais aussi, Paul Kagame était motivé par ses propres intérêts. Alors, non seulement pour cet intérêt économique, mais pour exploiter le Congo. Et ça se voit, il a fait ça depuis 24 ans, avec non seulement son armée, mais aussi les milices qu'il a créées, formées et armées depuis presque 25 ans. Alors, le FPR a bien exploité cette opportunité, mais aussi, vous avez évoqué le rapatriement de force des réfugiés, mais en fait, notre objectif, je ne pense pas que c'était le principal, mais c'était très important pour le FPR, c'est de cibler des réfugiés Hutus qui étaient au Zaïre. Alors, le FPR a tué des centaines de milliers de Hutus durant cette opération. Et c'était une deuxième, troisième priorité, si vous voulez, mais et rapatrier le reste parce que le FPR n'a pas pu tuer tout le monde, mais ils ont pu rapatrier par la force le reste de cette population pour contrôler la population. Vous dites alors, que le FPR n'a pas pu, donc vous voulez conclure que c'était l'intention? Je dis clairement dans mon livre que le FPR a tué durant le génocide et même avant le génocide, mais surtout durant le génocide, a fait des crimes de masse. Alors, a tué autant d'Hutus possible. Alors, c'est-à-dire pour avoir accès à leurs terres et pour décimer la population et de détruire la résistance ou tout le pouvoir politique, intellectuel, etc. Alors, on a ciblé durant le génocide, c'est-à-dire le FPR a ciblé les leaders de la communauté Hutu, les ex-politiciens, les avocats, les commerçants, les enseignants. Ensuite, on a tué en masse la population, les paysans, pour obtenir
la terre. Alors, c'est pas moi qui a créé cette thèse, c'est pas moi qui invente cette thèse, c'est au fur et à mesure de mes enquêtes durant les années, et c'est surtout par les ex-membres du FPR qui m'ont avoué que ça, c'était le but militaire de ces opérations. Alors, ils ont détruit une partie de la communauté Hutu en 94 et dans les années après, en cachette, et ils ont tué autant que possible au Congo aussi, durant ces opérations meurtrières. Mais Madame Djudiriva, puisque vous parlez justement de vos témoins, de ceux qui vous ont donné des informations, Kigali, lui, c'est-à-dire le FPR, dit que la qualité de vos témoins est discutable. Donc, vous vous êtes basé sur les témoignages des militaires dissidents du FPR, justement, comme vous venez de le dire, et les témoignages des génocidaires, entre guillemets, hein, c'est le terme globalisant que le FPR donne à tous les Hutus, surtout ceux de l'étranger. Et donc, ma question est, quelle méthode avez-vous utilisée pour mettre à l'épreuve les témoignages reçus de vos témoins? C'est un principe quand on fait des recherches. Avez-vous cherché aussi les témoignages et les preuves aussi du côté du FPR, par exemple? Madame Djudiriva? Bon, mais merci pour cette question, c'est très important. Les 3 niveaux de source pour mon livre étaient principalement au début les victimes du FPR, surtout les Hutus. On a commencé au Congo, j'ai commencé au Congo. Ensuite, dans toute la diaspora rwandaise, j'ai trouvé des Hutus et aussi des Tutsis, les civils. Ok. Alors, il ne s'agit pas des génocidaires. Ce sont des Hutus qui ont fui, soit dans la région autour. J'ai fait beaucoup d'interviews avec des gens en Ouganda aussi, des gens qui ont fui dans les pays voisins, ensuite en Europe, en Amérique, etc. Alors, la deuxième catégorie de sources, c'est effectivement, vous avez dit, les ex-membres du FPR qui ont fui. Bon, j'ajoute aussi les victimes civiles, les Tutsis qui ont fui aussi dans l'accident, parce qu'il y a des gens comme Espérance Mukashema et d'autres qui ont été, dont les familles, leurs membres de famille ont été ciblés par le FPR. Alors, il y a ces sources-là. Deuxième catégorie, les ex-membres du FPR, des gens qui ont rompu avec le régime en place, à partir principalement, à partir de 1999, 2000, il y avait un bon nombre entre eux qui ne sont pas politiques, hein, ne sont pas forcément dans les partis politiques des opposants, ce sont des gens qui restent très indépendants, alors qui ont réussi à fuir à partir de 2000. Mais donc, ça veut dire que ils ont eu affaire ou alors des conflits avec le FPR. Oui, ils s'opposent au FPR. Alors, oui, la majorité d'entre eux, mes meilleures sources, ont eu des problèmes de sécurité avec le FPR, où ils étaient vraiment en opposition, ils n'étaient pas d'accord avec les tactiques du régime. Alors, par exemple, Théogène Wana Chiaka, par exemple, c'est un soldat parmi beaucoup, hein, et c'est quelqu'un qui a toujours été de bonne foi. Et après le génocide en 94, il a perdu ses frères, son père et d'autres membres de sa famille. Et il a vu aussi ce que le FPR a fait. Il a compris comme jeune soldat à l'époque, et il a été dégoûté. Alors, lui, il voulait fuir dès 1994. Il n'a pas pu durant cette période. C'était très, très dangereux pour beaucoup de soldats de partir, parce que déjà, quand
les gens, en fait, la hiérarchie soupçonnait que ces soldats n'étaient pas d'accord avec le régime ou n'étaient pas fidèles ou fiables, alors ces gens-là étaient ciblés. Alors, il y avait des gens qui ont fui, qui ont réussi. Et je ne pense pas, même aujourd'hui, que le FPR a pu savoir ou a pu calculer le nombre de jeunes soldats ou d'officiers qui allaient fuir et qui allaient témoigner contre eux. Alors, il y avait un environnement d'omerta et puis il y avait tellement de risques associés à révéler ces crimes qu'il n'avait pas pensé à quel point il y aurait dans l'avenir tous ces témoignages, tous ces témoins dangereux pour le FPR qui allaient révéler la réalité, en fait, la vérité. Alors, ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui m'ont aidé avec la recherche. La troisième catégorie, en fait, ce sont des whistleblowers, les dénonciateurs qui ont travaillé au TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, et les documents confidentiels que ces personnes m'ont fuités. Alors, dans les documents confidentiels qui viennent du bureau du procureur, il y a des témoignages très importants sur les crimes du FPR parce qu'il y avait une équipe d'enquêteurs qui ont enquêté pendant pas mal d'années. Alors, c'est eux, une équipe de professionnels, d'enquêteurs, des gens qui ont travaillé dans les enquêtes policières, qui ont rencontré des déserteurs ou les dissidents, surtout du FPR, mais aussi des victimes du FPR. Et c'est eux qui ont accumulé pas mal de preuves de crimes dans le but éventuellement de poursuivre les auteurs. Mais comme le tribunal a été tellement politique et influencé par les États-Unis qui voulaient protéger Kagame, ça n'a pas pu être réalisé, en fait. Mais les documents sont là. J'ai 20, pas 20, mais 120 pages de documents confidentiels dans le livre. Et il y en a d'autres, paraît-il, il y en a d'autres qui ne sont pas consignés dans le livre. Oui, c'est ça. Alors, voilà, ces 120 pages représentent 5 ou 6 documents seulement que j'ai. J'en ai 34. J'en ai 34 avec un autre journaliste avec qui je travaille. Je ne vais pas lui dire son nom, mais on peut parler de ça éventuellement dans l'interview, nos plans pour sensibiliser la population, les gens qui sont intéressés davantage sur les crimes et les preuves. On peut parler d'autres preuves. Et à l'intérieur du Rwanda, est-ce que vous avez eu des témoins, vous avez eu des gens, peut-être de façon anonyme, qui vous ont donné quelques informations concernant justement les crimes du FPR? En fait, j'ai interviewé, c'est sûr, les Rwandais qui étaient au pays en 97, c'est sûr. Mais depuis, c'est vrai que je ne suis pas souvent en contact avec des Rwandais au pays parce qu'ils sont très surveillés et je ne veux pas mettre ces personnes en danger. Mais j'avoue que je suis, oui, de temps en temps en contact par des moyens un peu spéciaux avec eux. Et il y a des gens qui me contactent aussi. Alors, on a des moyens à communiquer. Mais mes principales sources des Rwandais et des Congolais sont en exil, c'est sûr. Oui, Judy, j'ai vu dans votre livre, au fait, c'est très important parce qu'il y en a qui écrivent sans avoir posé le pied dans le pays pour lequel ils écrivent.
Et vous, vous avez été au Rwanda. C'est une autre expérience. Et même si, quand on lit le livre, on ne voit pas, ça n'a pas pu répondre à ce que vous attendiez comme témoignage. Ce n'était pas facile de les recueillir. Vous avez été dans les années 97, pas seulement à Kigali, mais aussi dans la préfecture de Gitarama, dans le sud du pays. Vous pouvez en dire un mot, voilà, parce que c'est très important. Vous avez essayé de recueillir les témoignages pendant cette période qui n'était pas facile. Non, c'était pas facile du tout. En fait, mon idée, c'était de finir le parcours et de rencontrer les réfugiés rwandais qui rentraient de Zaïre, du Congo. Et alors, j'ai visité des camps de transit au Rwanda à l'époque. C'était fascinant et tragique en même temps parce que dans les camps de réfugiés au Rwanda qui ont été créés après cet épisode, les camps du HCR étaient surveillés et contrôlés par le FPR, par les soldats. Alors, c'était assez... je dirais, brutal parce que je voyais avec mes propres yeux comment les soldats du FPR traitaient des réfugiés qui étaient déjà affaiblis dans des états catastrophiques, très faibles. Et puis, on les maltraitait dans les camps. Normalement, dans les camps du HCR, et les militaires n'ont pas droit d'accéder. Alors, déjà, c'est une chose. Et pour parler, c'était difficile avec des journalistes comme moi. Je n'ai pas vu d'autres journalistes à l'époque, hein, mais moi, j'étais dans ces camps. J'ai essayé de parler avec des réfugiés de leurs expériences. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile pour un réfugié Hutu qui voit des soldats Tutsi autour avec leurs armes. Mais il y avait quelques-uns qui osaient de parler avec moi d'une manière discrète. Parce que ces gens-là n'avaient rien à perdre, un peu. Ils voyaient que j'étais peut-être très sincère et je voulais vraiment comprendre le calvaire. Et puis, je me souviens un homme qui était très éduqué, qui m'a raconté son histoire, qui était hallucinant. Et ensuite, oui, je suis allée dans les villages et souvent avec mon interprète, qui était mon chauffeur. J'ai fait des interviews en Kinyarwanda avec lui, avec l'interprète, et ça n'a pas bien fonctionné dans le sens que les gens étaient très réticents à parler ouvertement. Quand j'ai fait des interviews en français ou en anglais, surtout en français, ça l'est parce qu'on pouvait parler juste une personne à l'autre sans l'interprète, mais j'ai vu tout de suite que chaque fois il y avait mon interprète, mon driver, mon chauffeur dans les alentours ou directement impliqués dans l'interview, les gens étaient vraiment réticents. Alors, j'avais du mal à faire les interviews et le travail au Rwanda, et je voyais aussi, chaque fois je me promenais, où j'allais, j'ai été toujours surveillée par... je ne comprenais pas le système à l'époque, mais c'était des abakadas qui me suivaient partout, et même dans mon hôtel. Hein. Je vous dis, j'avais un hôtel, c'était une auberge où je suis restée à Kigali. Je me levais le matin pour prendre le petit déjeuner, pour prendre un café, et puis aussitôt que je m'installais, il y avait une personne à côté de moi qui me posait des questions. Si j'allais pour manger quelque chose à midi au resto, il y avait quelqu'un juste à côté de moi qui a commencé il voulait faire un lien avec moi. Alors, toute
toute activité que je menais était surveillée. Et j'avais compris dans les années après, plus récemment, je n'avais pas mis ça dans mon livre, mais par quelqu'un qui travaillait au service de renseignement, que ma présence était une alerte. En fait, mon arrivée au Rwanda était quelque chose qui a été bon, un événement important pour le FPR, pour la DMI, dès que je passais la frontière. Et surtout quand j'étais à Kigali. Alors, ils ont discuté ce qu'ils allaient faire avec moi ou contre moi, ou en fait, c'était vraiment une discussion. C'était courageux de votre part, Madame Djudiriva. Mais plus vous parlez de vos recherches, des risques que vous avez pris pour obtenir certains renseignements, certaines informations, plus je me pose des questions de savoir pourquoi votre livre a encore des détracteurs, malgré que vous prouvez que vous avez fait des recherches vraiment approfondies. Du côté américain, donc du côté de l'Atlantique comme de l'autre, les réactions sont différentes. Pourquoi ces contradictions? Bon, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. En France, par exemple, on vient de vous refuser le droit d'être lauréate à un prix, vraiment pour les journalistes courageux. Mais en Amérique, votre livre est pris vraiment au sérieux. En fait, ici en Amérique, surtout au Canada, puisque j'ai travaillé pour le Globe and Mail, et mon livre a été édité et publié par une grande maison d'édition. Hein. C'est Penguin Random House, c'est une grande maison d'édition au Canada et aux États-Unis. Alors, je fais partie de la presse mainstream ici. OK? Et juste pour vous donner un exemple, le livre a été nommé en anglais, a été nominé pour certains prix, a même gagné certains prix ici. Et voilà. Et quand le livre a été publié, on a sorti certains des extraits du livre qui étaient des bonnes feuilles, et on a publié ces extraits du livre dans les 3 grands journaux ici au Canada. Mais ça n'empêche que même ici, j'ai beaucoup de détracteurs, et le livre est considéré comme controversé ici aussi. Et des fois, quand on essaie de planifier des événements, des gens essaient d'empêcher ces événements ou de protester. Alors, c'est un peu le même phénomène ici, mais en France, c'est encore pire parce que les lobbies pro-FPR en France, non seulement des associations rwandaises qui travaillent avec l'ambassade et Kigali, mais aussi des Français qui sont très influencés, qui travaillent avec les lobbies pro-FPR ou qui sont des lobbies eux-mêmes. Il y a soi-disant des défenseurs de droits de l'homme, des associations qui travaillent avec les lobbies du FPR en France. C'est très ancré, c'est un système qui est là depuis des années. Et il y a un effet, une influence sur la presse française. Et je vois combien de journalistes français et de chercheurs français qui ont bâti leur carrière en propageant le récit officiel du génocide. Alors, je dis, pardon, est-ce que c'est par conviction, parce qu'ils ont la chance de vivre dans un monde civilisé, démocratique, est-ce que c'est par conviction d'avoir telle ou telle autre position, ou tout simplement ils ont cédé
à l'influence et aux pressions? Moi, je dirais, c'est un peu les deux, mais surtout la deuxième, là. Ils ont cédé à la pression. Et ces gens-là, ce sont des gens intelligents. Je parle des chercheurs et des journalistes français. Euh, on a autant d'informations maintenant, de documentation sur les crimes du FPR. On ne peut pas nier. Il ne peut pas s'asseoir là-bas, regarder toutes les preuves en face d'eux et nier, sans avoir un parti pris, sans être idéologique, sans être borné et sans être sectaire et sans avoir un sens de vouloir protéger notre propre carrière. Alors, il y a vraiment un problème en France. Hein. Et je dis dans le livre, j'essaie de parler plus directement de ces problèmes. Je dis qu'il y a, c'est une énorme lacune professionnelle et lacune de recherche et de déontologie du fait que les journalistes et les chercheurs ne sont pas allés dans les camps de réfugiés autour du Rwanda pour interroger les Hutus qui ont fui, pour leur poser la question, qu'est-ce que vous avez vécu durant le génocide? Qu'est-ce que le FPR a fait à vos familles? Ensuite, ils n'ont pas demandé à ces gens-là. Et moi, j'étais naïve, mais j'ai quand même demandé la question en 97. Pourquoi vous êtes restés dans ces camps, dans les conditions difficiles après le génocide, au lieu de rentrer? Parce qu'on dit que Paul Kagame a stoppé le génocide, il a stoppé la violence et instaure la paix. Alors, pourquoi vous ne rentrez pas? Et puis, ils m'ont dit que ces familles, leurs familles ont été ciblées durant le génocide, ils ont perdu beaucoup de leurs et on nous tue, les Hutus ont été ciblés en rentrant. Et puis, ils avaient peur, toujours. Alors ça, c'est des choses basiques, c'est vraiment fondamental. On n'a pas fait des études empiriques pour qui auraient pu éclaircir cette histoire. Alors, je pense que moi, je vois ça comme une grande erreur des Occidentaux qui prétendent d'être intéressés à l'histoire et je vois ça comme une manque d'empathie. Et dans les années après, et ça c'est très important de dire, c'est ma façon de voir, il y a presque un détournement cognitif dans cette histoire. On interviewe, on donne la voix aux victimes Tutsi dans le pays, au Rwanda, dans un pays complètement surveillé, contrôlé par le FPR. Alors, mais les Tutsis qui ont fui, on ne leur donne pas la parole. Et surtout les Hutus, soit qui sont au Rwanda ou en exil, ils ne sont pas dignes de confiance. Alors, dans les yeux ou dans l'imagination occidentale. Alors, je reproche à ces blancs menteurs de ne pas faire leur travail rigoureux et de ne pas au moins donner la voix ou la parole à toute une partie de la population. Mais Madame Jodiriva, justement, ces Occidentaux qui ne font jamais le travail à fond s'allient aux Rwandais et au FPR pour vous traiter de négationniste ou de je ne sais pas quoi, alors que vous mettez sur la table des éléments scientifiques et journalistiquement acceptables. Eux, ils n'y mettent rien sur ces tables-là. Et ils continuent de vous appeler négationniste ou alors, en tout cas, des choses pas très bien. Comme quoi, vous êtes, vous êtes contre le FPR comme ça, de façon partisane, et surtout,
ils disent que vous n'avez pas d'esprit de compassion avec les Tutsis parce que eux, ils ont subi le génocide. Bon, mais pourtant, je vous ai entendu à plusieurs reprises clamer votre compassion avec les Tutsis. Maintes fois, vous avez affirmé que vous soutenez qu'ils ont subi réellement un génocide en 1994 et que vous l'acceptez et que vous compatissez avec eux. Mais le FPR et ses partisans semblent ne pas vous reconnaître ce droit de compatir avec les Tutsis parce que ils vous accusent de négationnistes justement à cause de vos recherches qui ont démontré que le FPR a aussi tué les Hutus, voire même les Tutsis. Alors, quelle est votre réaction envers cette attitude et envers cette accusation que les gens vous pointent? Est-ce que compatir avec les Hutus en même temps qu'on compatit avec les Tutsis est quelque chose vraiment d'incompatible d'après vous? Bon, premièrement, c'est extraordinaire. C'est leur seule tactique, en fait, de m'accuser d'être négationniste. Au lieu de contester les faits, ils ne peuvent pas le faire. On ne conteste pas les faits dans mon livre. On lance des insultes qui ne sont pas vraies. Enfin, le fait de dénoncer les crimes du FPR ça ne veut pas dire que je nie le génocide contre les Tutsis. Dénoncer les crimes n'est pas équivalent à la négation du génocide contre les Tutsis. Je dis clairement qu'il faut qu'on enquête davantage sur le rôle du FPR dans le génocide contre les Tutsis. Et c'est ça qui les embête. C'est ça qui embête les extrémistes Tutsis qui sont là pour soutenir le FPR à Kigali. Parce qu'ils savent bien qu'ils ont trompé dans tout ça. Le FPR a alimenté, et dans le génocide contre les Tutsis, ils ont instrumentalisé le génocide. Ils ont des cadavres dans leur placard. Ils ont des cadavres dans leur placard au propre comme au figuré. Oui, et puis ils savent bien que ça, c'est en fait parce que le FPR tire sa légitimité du récit officiel qui dit qu'ils ont protégé les Tutsis, sauvé les Tutsis, et au contraire, ils ont sacrifié des Tutsis. Alors, ils ont peur de la réalité. En fait, c'est la réalité, on me dit ça toujours, la réalité qui va unir les Hutus et les Tutsis. Et je dis que des Tutsis qui ont fui, qui sont vraiment indépendants, qui ont vraiment rompu avec ce régime, ils sont comme ça, en fait, leur témoignage renforce les témoignages des Hutus. Et c'est ça la plus grande peur de Kigali. Il y a des endroits au Rwanda, comme à Bisesero, que j'ai écrit sur cette histoire l'an dernier, et il y a un chapitre dans le livre sur le génocide contre les Tutsis à Bisesero. Et c'est là où le FPR a dirigé le génocide contre les Tutsis. Alors, c'est très, très important dans les années à venir d'enquêter pleinement au fond de cette histoire du génocide contre les Tutsis. Oui, Judy, à travers votre livre, j'ai été très frappé par votre détermination, votre courage et ténacité, malgré les épreuves et les dangers que vous avez traversés en RDC dans les années 97. Il faut rappeler, vraiment, ça, c'est très important, à cette époque, vous étiez jeune, pas seulement en âge, oui, en âge, mais aussi dans le métier de journaliste, mais aussi en couple. C'est très important, jeune marié, mais qui va sacrifier
ces moments-là pour passer plusieurs jours en RDC. Je me rappelle votre passage dans les forêts où vous allez à la rencontre des réfugiés rwandais qui étaient dans une terrible détresse et puis les tirs sur l'hôtel qui vous hébergeait. L'intention des auteurs de ces tirs était de vous intimider suite à vos reportages. Et ensuite, avant d'aller à Kigali au Rwanda, vous arrivez à Goma où vous passez une nuit cauchemardesque. La présence des militaires, certainement de l'APR, sonne comme, pour vous comme un danger de mort ce jour-là, ou disons cette nuit-là. Enfin, même à l'Occident, des menaces seront permanentes dès qu'on saura que vous êtes en train de mener un travail de recherche et enquête sur les crimes commis en RDC. Par exemple, en Belgique, les autorités décident de vous transporter dans une voiture blindée avec escorte, chose rare pour une journaliste ou un journaliste en Occident. Quelle vie! Alors, sincèrement, je dis, vous vous considérez comme une victime ou une rescapée de ce drame horrible ou comme quelqu'un qui l'a observé d'à côté, je dis. Probablement quelque chose entre les deux. En fait, je ne suis pas victime du FPR comme les Rwandais et les Congolais sont. Alors, ça, je voulais être claire là-dessus. Je vois les Rwandais au pays et en exil et les Congolais comme les principales victimes. Ils sont vraiment dans le bullseye. Je vois ça sur un plan visuel, vraiment au milieu. Des Rwandais et des Congolais sont des victimes de Kagame. Alors, les plus ciblés, les plus en danger. Et moi, il y a d'autres autour, dans les zones autour, qui sont ciblés. Alors, je suis vraiment ciblée. Et il y a des étrangers dans le passé qui ont été ciblés. Vous avez évoqué l'assassinat des prêtres québécois dans les années 90, Claude Simard et Guy Pinard, des prêtres, des Espagnols et d'autres qui ont été des victimes du FPR. Alors, je suis ciblée. Bon, par rapport à ce que j'ai vécu dans les années 90, des choses qui m'ont profondément bouleversée, ce que j'ai vu dans la forêt déjà au Congo m'a transformée pour toute ma vie. C'est clair. Et surtout la réelle politique, après de voir comment l'Occident, avec Kagame, une personne qui était applaudie dans l'Occident, et on a fait l'éloge de lui, l'éloge du sang. Tout ça, là, le fait d'être complice dans cette grande tragédie, pour moi, était inacceptable. Alors, ça a provoqué un choc et une horreur en moi qui m'a traumatisée pendant des années. Alors, c'est pourquoi ça a changé ma vie. Je ne sais pas si j'y crois au destin, un plan pour la vie, mais c'est sûr qu'il y a tellement d'influences qui ont fait un ensemble qui m'ont porté à être là maintenant. Et je me sens liée aux Rwandais et aux Congolais parce que c'est eux qui m'ont... c'est avec eux et par eux que je me suis découverte, en fait. Oui. À un moment donné, je me suis dit qui je suis, quel genre de personne, oui. quel genre de principe est-ce que j'ai. Alors, c'est avec eux que j'ai pu voir ce que je suis dans cette vie, si vous voulez. Oui. Alors, mais pendant des années, c'était vraiment, j'étais dans l'œil du cyclone, surtout ici.
c'était cauchemardesque. J'avais pas tout raconté dans mon livre, tous les événements que j'avais vécus au Congo et au Rwanda, vraiment, parce que je voulais pas traumatiser mes enfants, mais Oui. le fait d'être ciblée dans l'Occident où j'ai grandi en toute liberté et puis il fallait changer la vie de ma famille et puis bon, ça a eu un effet néfaste physique et mental sur bon, la famille. Alors voilà, Oui. c'était vraiment difficile. Oui, je dis, vous confirmez, comme beaucoup de Rwandais, vous avez été très affecté par cette tragédie. Elle vous a énormément coûté cher, un sacrifice, comme on le lit dans votre livre. Et on voit combien vous avez sacrifié votre vie personnelle, votre vie privée. Pendant longtemps, hanté même au plus profond de votre esprit, difficile à vivre au quotidien. Alors, êtes-vous aujourd'hui sorti de cette souffrance subie? Oui, je crois dans le sens que je crois que c'est vraiment possible de trouver la force dans, dans la souffrance. Et c'est les Congolais et c'est les Rwandais qui m'ont appris ça. OK? Chaque fois qu'on partageait les témoignages, chaque fois que les individus, les gens que j'ai commencé à connaître, partageaient leurs histoires avec moi, pour moi, c'était quelque chose de sacré. Et chaque fois, je me suis dit, ben, waouh, ce sont des gens qui ont du courage. Alors pourquoi pas, je pouvais, pourquoi moi aussi je dois rester silencieux avec ma propre histoire, mais c'est eux qui m'ont donné la force de documenter, de continuer et d'écrire le livre. Alors je pense que le fait de sortir de l'ombre, de sortir du silence, ça fait du bien. Alors pour moi, parce qu'il y avait cette honte un peu pendant une certaine période, une longue période de rester seule avec mes histoires, ma propre histoire, mais surtout avec les histoires que j'avais documentées. Parce que j'avais des témoignages incroyables que j'avais enregistrés. Il fallait dire, bon, en rentrant en 98, même quand j'étais en Afrique de l'Ouest, j'avais mes enregistrements, mes audios à Abidjan. Et puis bon, j'écoutais des réfugiés au Congo à Abidjan. Et j'ai rencontré des Rwandais et des Congolais en Afrique de l'Ouest aussi. Mais de rester seule avec toutes ces preuves et ces histoires n'était pas bon. Je crois qu'il fallait sortir. Et au moment en 2015, 2016, où j'ai commencé vraiment à parler ouvertement de mes problèmes de sécurité et tout mon parcours, c'était à ce moment-là que j'ai vu que les ennuis physiques, sécurité et aussi psychologiques commençaient à diminuer. Alors, pour moi, en fait, la transparence était une bonne chose. Et on vous souhaite vraiment que vous puissiez un jour recouvrer vos nuits paisibles sans tous ces cauchemars qui vous poursuivent, qui vous hantent. Je sais que ce n'est pas chose facile. On reporte souvent que les gens qui étaient dans la mission australienne des Nations Unies, donc des militaires, des casques bleus qui étaient au Rwanda pendant toutes ces tragédies, que, en tout cas, la plupart d'entre eux sont dans des institutions spécialisées pour être suivis. Ce n'est pas donc chose facile pour quelqu'un. C'est surtout ces soldats-là qui ont assisté au massacre d'Okibero. C'était traumatisant pour eux. Oui, on vous souhaite tous, en tout cas, nous les Rwandais, que nos cauchemars ne restent pas dans vos nuits et que vous recouvrez votre quiétude en dehors de
des souvenirs. Mais justement, en parlant de ces souvenirs, retournons en tout cas au crime du FPR. Dans votre livre, dans vos recherches, vous affirmez que durant le génocide perpétré contre les Tutsis, le FPR envoyait des éléments, ces éléments, pour infiltrer les Interahamwe qui étaient sur les barrières afin de les inciter, d'inciter des Interahamwe à tuer beaucoup, à tuer plus, et de les aider aussi à tuer les Tutsis de l'intérieur. Ce qui est une accusation très grave qui peut relancer vraiment, qui peut engendrer une relecture de la théorie du génocide des Rwandais. Quels éléments indiscutables avez-vous en dehors justement de ces témoignages que vous nous avez racontés, et des éléments vraiment indiscutables qui donneraient du poids à ces accusations que vous faites au FPR d'avoir envoyé des éléments infiltrés les Interahamwe et tuer les Tutsis de l'intérieur? C'est très difficile à se l'imaginer, au fait, je dis. Oui, c'est surréaliste et c'est assez compliqué comme phénomène, mais c'est vrai. C'est sûr que, bon, les témoignages, en fait, les preuves les plus détaillées et probantes viennent des témoins, des ex-membres du FPR qui m'ont décrit, qui m'ont expliqué ce phénomène. OK? Alors, j'en ai plusieurs qui m'ont expliqué que le FPR a commencé d'entraîner les commandos techniciens à partir de 1992. OK? Alors, c'était vraiment une opération très planifiée. Hein? Alors, ils ont entraîné des commandos dans un endroit qui s'appelait au début Kavu, dans le nord du Rwanda. Et ensuite, ces commandos ont été déployés dans toutes les préfectures au Rwanda et à Kigali à partir de janvier 1994, prêts pour les opérations qui allaient poursuivre au moment de l'attentat. Mais pour répondre à votre question, quelles autres preuves? C'est un phénomène, l'infiltration par le FPR des milices Hutus. C'est un phénomène qui est documenté dans les archives du TPR, les documents confidentiels qu'on m'a fuités il y a quelques années. C'est par exemple, c'est dans un rapport préliminaire, un rapport sommaire écrit par des enquêteurs des enquêtes spéciales. Okay? Alors, ces enquêteurs, ce sont des gens qualifiés qui ont beaucoup d'expérience, ont décidé que ce phénomène était ça existait. Et alors, voilà, ils ont documenté tout ça. Ils ont mis ça dans le rapport qui allait être envoyé à Hassan Diallo, le procureur à l'époque, dans le but de lancer des poursuites. Alors, si ce n'était pas un phénomène réel, si c'était juste des rumeurs sans fondement, ces enquêteurs... Vous voulez dire qu'il y a des noms, qu'il y a des lieux, qu'il y a vraiment des témoignages physiques oui. Qui sont là? Oui, des témoins qui ont expliqué le phénomène d'infiltration. Et ce n'est pas juste dans ce document, rapport sommaire dont je parle. Hein. C'est dans un autre, par exemple. Vous pouvez lire dans mon livre un document de 55 pages. Un officier qui a travaillé au sein du renseignement militaire qui explique clairement que le FPR a infiltré tous les mouvements de jeunesse
toutes les milices Hutus de tous les partis politiques. Hein. Ça, c'était systématique. Il n'y avait pas juste l'infiltration des Interahamwe. Et non seulement j'ai interviewé beaucoup d'ex-membres du FPR sur ce phénomène, mais j'ai interviewé quelques civils et j'ai interviewé un technicien aussi, un témoignage, un des commandos, un témoignage que je n'ai pas inclus dans mon livre, mais un jour, je vais sortir... donc, une des personnes qui était vraiment dans le groupe. Oui, et puis un Tutsi qui qui n'était pas à Bissau, mais qui était dans un endroit où il avait été demandé par ses supérieurs de lancer des grenades et de tuer des gens qui se réunissaient dans un restaurant où il y avait principalement des Tutsis. Et quand ces commandants lui ont demandé de faire ça, il a dit, vous savez ce sont des Tutsis qui vont là-bas. Et puis son commandant a dit, oui, je sais, il faut lancer des grenades là-bas. Alors, ça, c'est un exemple de quelque chose. Et bon, je crois que peut-être les Rwandais sont au courant de certaines choses, de certains événements maintenant. Mais je crois qu'il faut vraiment éclaircir toutes ces tactiques de guerre à l'époque, tout le chaos et les crimes de guerre commis avant le génocide et durant. Et surtout pour la jeune génération, parce que c'est très important de clarifier. Je suis impressionné par les éléments, les informations que vous dites avoir et avoir recueilli aussi des faits, donc des éléments vraiment indéniables, des informations exactes, incontestables que vous avez publiées, mais d'autres que vous n'avez pas encore publiées. Mais et toutes ces informations, Madame Judith-Riva, quelle destination vous destinez, quelle destination vous allez donner justement à ces quantités d'informations, à cette documentation, confidentielle ou pas, que vous détenez, hein? Quel autre usage comptez-vous en faire, si ce n'est que de les publier dans un livre? Bon, déjà, je vois avec une autre journaliste que je connais, en qui j'ai confiance, on va probablement publier en total 34 ou 35 documents confidentiels du TPIR qui va vraiment montrer, et c'est pas tout, hein, mais l'ampleur des crimes du FPR que le TPIR avait. Alors, ce sont des preuves que le TPIR a enterrées pour protéger Kagame. Alors, nous, on va probablement lancer une plateforme pour que le public, les chercheurs, mais surtout les Rwandais, puissent avoir accès à ces documents. Et il faut dire que ces documents, ce sont des témoignages. Des témoignages des gens, des témoins oculaires, surtout les ex-membres du FPR qui ont témoigné en Ouganda, par exemple, après avoir fui. Mais c'est très intéressant. Alors, on essaie de monter une plateforme digitale pour ça et d'expliquer, de mettre en valeur les plus importantes preuves. Alors, dans les prochains mois... Vous les mettez à disposition de chacun, de tout le monde et du public, oui. Afin que toute personne qui veut en faire quoi que ce soit en bénéficie. Donc, c'est ce que oui, vous voulez dire. C'est ça. C'est pour que tout soit sur la table. Alors, une fois pour toutes. Il faut que les Rwandais et la communauté internationale jugent la nature de ces preuves, mais je pense que c'est
c'est bon au moins pour la cour d'histoire, en fait, le tribunal de l'histoire du peuple, même si on voit pas au court terme un tribunal pour que le FBI réponde à ses actes, au moins vous aurez des éléments de vérité que vous pourriez vraiment juger le Ça monde. fera taire justement certains détracteurs qui disent que ce que vous dites n'est pas justifié. Donc, ça fera taire quand même certaines personnes. Vous parlez de collaborateurs que vous avez actuellement. Justement, il y a d'autres gens qui ont fait des recherches. Je pense à Charles Onana, qui a dit avoir lui aussi beaucoup de documents classés confidentiels qu'il a glanés par-ci, par-là. Certains autres chercheurs aussi ont certainement d'autres documents. Donc, vous collaborez avec d'autres chercheurs, d'autres journalistes d'investigation. Si je Bon, en fait, je suis en contact avec Charles Onana. Je trouve son livre sur l'opération turquoise fabuleux, mais il a fait beaucoup de choses avant. Hein, il a beaucoup enquêté sur l'attentat. Et lui, il est infatigable. C'est vraiment un personnage brillant aussi, très pédagogique. Alors, on va essayer, j'espère, de travailler ensemble, de faire des conférences. Et je pense que c'est important pour lui, non seulement de montrer dans son livre, mais de mettre les documents en ligne. C'est ça que je pense qu'il faut faire. C'est pas avec lui que je travaille sur ce projet-là dont je viens de parler. C'est avec un autre journaliste qui est en Amérique. Mais non, j'espère que, de toute façon, moi, j'espère qu'on peut peut-être créer un site sur le web qui reçoivent des documents que les gens nous fitent. C'est ça serait très intéressant parce qu'il y a d'autres documents qui existent qui pourraient vraiment révéler d'autres phénomènes. Je dis, avant que je ne pose l'avant-dernière question, Aloïse, si possible, on pourrait regarder une petite vidéo, une courte vidéo de 3 minutes seulement, donc qui va nous permettre d'écouter différentes personnalités par rapport à ces crimes commis en RDC, leur ampleur et leur gravité. Donc, il y aura parmi eux Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. On pourra aussi écouter l'ancien secrétaire de l'ONU, Boutros Ghali, même le président Paul Kagame et d'autres. The United Nations is interested in establishing all the facts relating to incidents in the DRC and covered by this mapping exercise. How can Rwanda be accused, or RPF be accused, or the troops of Rwanda be accused of genocide in the Congo, when, in actual fact, we repatriated millions of Rwandese, the ones they call Hutu? Le désastre a commencé à partir du moment où il y a eu un retour des réfugiés qui sont retournés au Rwanda et qu'il y a eu un certain nombre dont le chiffre n'est pas connu. On parle de 150 000, on parle de 200 000, on parle de 250 000, et qui, eux, ne sont pas retournés et qui se sont perdus dans la forêt et qui ont été par la suite massacrés. Certains ont pu s'échapper, mais il y a eu un véritable massacre. The UN has nothing to say about genocide or about Rwanda. They should just keep quiet. In fact, they can't be the ones to, ever accuse anybody for failure or for different things in Rwanda. Il y a une crise humanitaire ici. Il y a des rapports qui font état de massacres et de violations des droits de l'homme. Cela doit s'arrêter.
Le président Kagame a toujours avoué, il s'est toujours vanté de tout ce qu'il allait faire. Il a toujours fait. Pour moi, c'est un criminel sans frontières. Le 7 avril 2007, ce sont des aveux qu'il a fait. nuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba, ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda, n'abariya bandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya bajya. Il y avait un certain nombre de solutions pour ramener les réfugiés rwandais chez eux. La première était de les faire rentrer pacifiquement. Mais nous étions mal placés pour le faire. Donc, nous avons dû nous résoudre à une autre stratégie, les faire rentrer de force. Alors, Judy, quelle est votre réaction après avoir vu cette courte vidéo? Mais je n'en reviens pas, encore une fois, de voir, d'entendre les propos de Kagame se vanter d'avoir tué avec ses troupes les réfugiés Hutus au Congo. Après les avoir tués durant le génocide, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment un scandale, une tragédie que cette personne est toujours au pouvoir. C'est le plus grand criminel et terroriste, à mon avis, actuel sur le continent africain, et c'est le maître génocidaire. Alors, je veux bien un jour qu'il réponde à ces crimes au lieu de se vanter et au lieu d'avoir un entourage à Kigali qui le soutient, et au lieu d'entendre l'éloge du sang dans l'Occident. Je suis au moins, j'espère qu'on peut être optimiste par le fait que Dr Mukwege pousse maintenant et a fait un certain progrès par rapport à la possibilité d'une création d'un tribunal pour le Congo. Le Congo où le FPR a commis probablement un génocide contre les Hutus. Ça fait tellement de temps, hein? Ça fait 24 ans que ce génocide au Congo a eu lieu. Ça a pris longtemps avant que le rapport mapping soit fait. C'était en 2010. Maintenant, ça fait une décennie qu'on attend la création du tribunal. Et je pense que les Congolais et les Rwandais devraient travailler ensemble pour exiger la création de ce tribunal et pour travailler ensemble pour montrer des preuves de ces crimes, des fausses communes, des témoignages, des images de satellites, tout ce qu'il faut. Il ne faut pas être intimidé, il ne faut pas être corrompu. Le FPR va essayer tous les moyens de non seulement discréditer les témoins, mais aussi de cibler ces témoins. Mais si vous travaillez ensemble, c'est possible. C'est possible de poursuivre les auteurs de ces crimes. Oui, Judy, votre livre, c'est le fruit vraiment d'une recherche, des enquêtes de 20 ans. C'est énorme. Pouvez-vous dire que les objectifs ont été atteints pour mettre en lumière les tenants et les aboutissants de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ou vous pensez qu'il y a encore d'autres zones d'ombre que vous et d'autres chercheurs pourraient explorer?
Bon, je crois que mon livre est important. J'ai fait de mon mieux pour exposer, mais je n'ai pas eu tous les éléments, hein. Je crois qu'il y a certaines choses qui devraient être vraiment clarifiées. Le niveau d'autorisation et de direction le FPR avait sur les milices Hutus, ça, il faut être vraiment clair et il faut aller plus loin dans la recherche là-dessus. Je le dis ça clairement. Il faut aussi enquêter sur la relation entre la famille Kagame, Jeannette et Paul Kagame et les membres de la famille Kajuga. OK? Robert Kajuga, c'était l'ancien chef des Interahamwe. Jeannette Kagame, c'est pas un secret, avait un lien très proche avec un des frères de Robert Kajuga. Ensuite, Paul Kagame a étudié en Ouganda avec un autre frère, Kajuga. Alors, voilà le lien entre la famille Kagame et la famille Kajuga dans les années 80. Hein? Alors, moi, j'aimerais bien savoir plus sur ce lien. Je crois que les Rwandais sont capables d'enquêter là-dessus. Ça, ce sont deux zones d'ombre, il faut voir. Et bon, ça commence, hein? on peut aller plus loin. Pardon, au fait, quand on vous écoute et quand on lit vos articles, votre livre, on se dit, mais elle connaît beaucoup de choses, beaucoup plus que les Rwandais. Pourquoi cet attachement dans un pays ancré au cœur de l'Afrique, et vous êtes au Canada? Pourquoi? Il y en a d'autres qui diront, pourquoi cet acharnement? Pourquoi, je dis? Bon, je me sens très proche des Rwandais et des Congolais. Des fois, j'ai l'impression que j'ai grandi avec eux, avec eux, leurs histoires. Et je suis vraiment liée intimement avec votre histoire. C'est difficile à communiquer, c'est difficile pour les gens de comprendre, mais nous vivons le même monde et nous avons les mêmes intérêts et espoirs. Mais je dirais aussi que les questions des droits de l'homme, mais les questions surtout de la vie et la mort, ce sont des questions qui m'intéressent le plus dans ce monde, au point de vue journalistique. C'est vrai que j'aurais pu faire des enquêtes journalistiques au Canada et en Europe, mais rien ne m'intéresse plus que des questions de vie et de mort et de respect des droits humains. Alors, c'est pourquoi je reste avec ce dossier. C'est très difficile à tourner le dos. Oui, effectivement, vraiment, vous avez risqué votre vie. C'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Voilà, on est vers la fin de notre émission et j'ai une dernière question. Vous pensez qu'un jour, justice puisse être établie et partie, et quels sont les préalables, je dis, d'après vous? Ben, en fait, il y a des choses qu'on peut faire maintenant, c'est-à-dire il y a à mon avis, une commission de réconciliation en exil qui peut être montée maintenant. Et il y a quelques procès civils dans les tribunaux en Occident qu'on peut lancer contre les ex-membres ou contre les membres du FPR. Parce que vous êtes nombreux hein, en Occident. Si vous avez perdu des membres de vos familles déjà, Fossé Touariamungu a déjà essayé de faire ça en Belgique, de lancer un procès
mais il faut avoir l'appui du procureur, l'autorisation, et puis il faut avoir un soutien politique pour ça. Et je pense que on est maintenant dans une situation où peut-être les pays occidentaux pourraient faciliter ce genre de procès maintenant comparé à il y a 20 ans. Mais c'est sûr qu'un tribunal international, le TPR n'était pas capable, ne voulait pas le faire, mais un tribunal un jour pour vraiment enquêter sur les crimes de Kagame, ça ne peut pas se faire maintenant s'il est au pouvoir. Alors, post-Kagame, oui, je vois là certains signes de la fin de ce régime en place et je pense que c'est possible une fois qu'ils partent, une fois que toute cette bande quitte le pouvoir un jour à l'autre, qu'on pourrait peut-être voir des possibilités judiciaires. Voilà, Madame Judy Riva, on sait que vous êtes une source intarissable d'informations. On aimerait continuer, mais on sait que vous avez aussi des limites, aussi bien physiques que du temps. Alors, on vous remercie vraiment pour avoir été avec nous. Je vous remercie au nom de Radio Rumuri, évidemment, et au nom de ceux qui nous ont suivis. Mon collègue Jean-Claude et moi, franchement, sommes enchantés de vous avoir eu avec nous ce soir. Ceux qui sont assoiffés aussi de vérité sur le drame rwandais qui a débuté, comme on l'a dit, comme on le sait, en 1990, un drame qui malheureusement n'a pas encore pris fin, vont certainement apprécier votre prestation et votre apport durant toutes vos recherches et votre campagne aussi de rendre public les résultats de vos recherches. La bravoure dont nous avons parlé tout au long de cet entretien que vous avez montré durant les recherches face à des dangers réels, face à des menaces explicites, cette bravoure sera certainement appréciée à sa juste valeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous vous serons toujours redevables, nous, à Radio Rumuri, d'avoir accepté cet entretien. Nous serons toujours ravis de vous accueillir encore une fois un jour. Merci encore, Madame Judy Riva, et à la fois prochaine. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Merci, Judy. À la prochaine. À la prochaine.